Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire aujourd'hui, le début demain du concile orthodoxe en Crète. Les délégations sont arrivées aujourd'hui pour 10 jours de travaux. Alors, qui sont ces églises orthodoxes? Explication dans ce journal. Le pape François a nommé mercredi Monseigneur Berthet, évêque de Saint-Dié, et aujourd'hui Monseigneur Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon. Nous les avons rencontrés après l'annonce de leur nomination. Juin est le mois des ordinations sacerdotales. Nous avons interviewé Lionel Castagni. Il sera ordonné prêtre dimanche prochain pour le diocèse d'Aix et Arles. Il a une particularité, il continuera à exercer son métier de médecin. Dans notre dossier, nos confrères de la presse chrétienne, Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix, et Aymeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille chrétienne, échangeront sur les mesures voulues par le gouvernement pour surveiller l'ouverture des écoles hors contrat. Et c'est avec ces inquiétudes suscitées par la volonté du gouvernement de contrôler les écoles hors contrat que nous commençons ce journal. La liberté d'enseignement est en danger, avaient affirmé mercredi dernier les évêques de France. Le lendemain, la ministre de l'Enseignement, Najat Vallaud-Belkacem, annonçait une réforme pour changer le régime d'ouverture des écoles hors contrat. C'est une grave attaque sur la liberté scolaire pour Anne Coffinier, directrice générale de la Fondation pour l'école. Ce qui est attaqué, ce n'est pas un petit point de détail, ce n'est pas juste le hors-contrat qui ne concerne qu'une infinité de gens. C'est le principe même de pouvoir ouvrir une école. Parce que quand vous ouvrez une école, elle est forcément hors contrat. Donc, en créant autant de barrières à l'ouverture d'une école, en fait, on tarit la possibilité d'ouvrir de nouvelles écoles libres. Ensuite, aujourd'hui, dans le contexte de la réforme du collège et des programmes, l'école privé, l'enseignement catholique a besoin de pouvoir ouvrir des classes hors contrat pour pouvoir compenser les effets néfastes de la réforme du collège et des programmes. Et donc, de partout, il va y avoir un panaché entre des classes hors contrat et des classes sous contrat à travers tous les établissements de l'enseignement catholique. Et c'est pour ça que cette question du hors contrat est aujourd'hui si déterminante. C'est vraiment l'espace où se joue la liberté pédagogique, éducative des écoles. De son côté, Pascal Balmand, le secrétaire général de l'enseignement catholique, avait écrit fin avril un courrier au président de la République pour lui dire son inquiétude face à cette nouvelle réforme. Ce qui est en cause, a-t-il écrit, c'est l'une des plus grandes libertés de notre République, la liberté de l'enseignement consacrée par la Constitution. Notre journaliste Rémi Pem l'a rencontré ce matin. Autant, encore une fois, je crois que nous ne devons pas tomber dans le piège du procès d'intention ou de la parano, autant je comprends parfaitement l'inquiétude légitime d'un certain nombre d'acteurs du système scolaire, notamment de ceux qui s'investissent dans des établissements hors contrat, bien sûr. Surtout le problème, pour moi, à mes yeux, ça n'est pas tant la mesure en tant que telle que la difficulté que nous avons, non pas à nous parler, parce que nous parlons avec le ministère, il n'y a aucun souci là-dessus, mais la difficulté que nous avons à nous comprendre. Je suis frappé par la façon dont nos interlocuteurs raisonnent en termes de mesures techniques, je dirais techniciennes, sans mesurer, me semble-t-il, le poids des symboles et la portée des principes. Mon inquiétude, elle se situe surtout sur ce terrain-là. Autre front, Monseigneur Laglaise, évêque de Metz, attire l'attention sur les cours de religion en Alsace-Lorraine qui pourraient disparaître. C'est en tout cas ce qu'a préconisé il y a quelques semaines l'Observatoire de la laïcité. Un danger pour Monseigneur Laglaise, évêque de Metz. Il ne faut pas oublier qu'en Moselle, c'est quasiment 50 000 enfants catholiques qui suivent chaque semaine l'heure d'enseignement religieux. Et c'est 400 intervenants d'enseignement religieux qui assurent les cours et qui ont la formation requise. D'autre part, il faut reconnaître que dans les 3 départements concordataires, il y a un attachement profond des populations au droit local, qui est quand même le respect des périodes de l'histoire qui ont été douloureuses pour ces populations. Après la période des attentats, on veut la fraternité, le lien social, le bien commun. Eh bien, on reconnaît que cet enseignement religieux, qui est dispensé à ceux qui veulent le suivre, permet justement, par le dialogue, par la connaissance mutuelle, un vivre ensemble et aussi une structuration de la personne qui inclut cette dimension spirituelle. L'émission La vie des diocèses avec Monseigneur Laglaise et le diocèse de Metz sera diffusée sur KTO demain à 21h45.
Prier pour ne pas céder à la haine, c'était la proposition du curé de la paroisse de Mantes-la-Jolie, le père Williamson, après l'attentat contre un couple de policiers dans la commune de Magnanville, située sur le territoire de la paroisse. Hier soir, les fidèles ont prié pour le couple assassiné et pour leur fils de 3 ans sain et sauf. Notre journaliste Florent de Brito était sur place. Unis dans la prière autour de 2 bougies, symbole du couple de policiers assassinés. Pas de grand discours pour le père Williamson, mais des conseils pour ses fidèles. Tout ce qui veut manifester une forme de puissance à travers la violence, tout cela ne fait pas de bien. Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Voilà, quelque chose qui nous dépasse, qui est bien difficile, mais en même temps, voilà cette force que nous donne Jésus, c'est envers et contre tout vivre l'espérance, d'être toujours dans l'espérance et de ne pas céder à la violence et à la peur. À la sortie de la messe, les paroissiens, encore choqués par ces événements qui se sont déroulés à seulement une poignée de kilomètres d'ici, voulaient montrer l'image d'une paroisse solidaire. C'est d'abord prier pour les victimes et ensuite c'est de prier pour la paix, d'abord au point de vue régional, c'est-à-dire dans la région et ensuite pour notre pays. Je pense donc que c'est important de se joindre à tout ce monde. Il y a des visages de toutes couleurs, il y a de toutes les origines ici sur le Mantois et je pense que tous ensemble, c'est nous qui faisons notre pays et tous ensemble unis, je pense que c'est comme ça qu'on pourra agir pour la paix. Le père Williamson a aussi appelé ses paroissiens à prier pour le fils du couple. En Chine, Monseigneur Ma Dachin, l'évêque de Shanghai, a créé la surprise en disant avoir regretté sa démission de l'Association des catholiques patriotiques chinois, à travers laquelle le régime communiste exerce un contrôle sur l'Église. Monseigneur Ma Dachin en avait démissionné en juillet 2012 alors qu'il avait été ordonné évêque auxiliaire de Shanghai par le pape. Immédiatement après, il a été placé en résidence surveillée. Dimanche dernier, il indiquait sur son blog avoir regretté sa démission. Le père Lepeu, responsable des missions étrangères de Paris en Chine, nous éclaire sur ce changement de position. Dans le cadre de son blog, dimanche dernier, il a écrit son dernier article, ou tout au moins le 5e article. Et dans cet article, à la surprise générale, il chante les louanges de l'association patriotique et dit qu'il a fait des erreurs et que, comme Monseigneur Jean, il va se corriger. Et puis, il dit tous les bienfaits qu'il pense de l'association patriotique en utilisant tous les termes habituels du gouvernement. Est-ce qu'on l'a forcé à écrire ? Est-ce qu'il y a des tractations en cours et que c'est le prix à payer pour obtenir autre chose ? Ça, on n'en sait rien pour l'instant. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils aient plus de liberté de pouvoir faire vivre une vie normale de l'Église, c'est-à-dire d'avoir des structures, d'avoir une communion avec l'Église universelle, d'avoir une nomination des évêques, tout ça qui se fasse comme on fait ailleurs, quoi, avec une formule à la chinoise, mais qu'ils puissent vivre vraiment la caractéristique de l'Église comme on la vit dans d'autres pays. Le concile orthodoxe débute demain en Crète jusqu'au 27 juin. Cette rencontre historique qui se prépare depuis 1960 avait été confirmée en janvier dernier. Mais ces derniers jours, des divisions ont entraîné le désistement de certaines églises orthodoxes. Quelques explications avec notre journaliste Charles-François Brejon avant de suivre ce concile sur KTO. L'Église orthodoxe est composée de 14 églises autocéphales, c'est-à-dire qu'elles sont totalement indépendantes les unes des autres et qu'elles se reconnaissent comme telles. Chaque église possède sa propre hiérarchie, son primat est la seule autorité qui exerce sur un territoire bien distinct. L'Église orthodoxe est donc une communion d'églises locales, égales et unies autour d'une seule et même foi. Depuis le schisme de 1054 entre les églises d'Orient et d'Occident, une primauté d'honneur est cependant reconnue au patriarche œcuménique de Constantinople, primauté qui, au premier millénaire, revenait à Rome. Contrairement au pape chez les catholiques, le patriarche de Constantinople, aujourd'hui Bartholomée Ier, n'est pas pour ainsi dire à la tête de l'Église orthodoxe. Il est, selon l'expression latine, primus inter pares, le premier parmi ses égaux. Dans les églises orthodoxes, un ordre de préséance est pourtant clairement défini.
On trouve ici les patriarcats érigés sur des églises fondées par un apôtre ou un évangéliste comme Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem, la Géorgie ou Chypre. Il y a aussi les nouvelles églises autocéphales, dont certaines sont des patriarcats, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Pologne, Grèce, Albanie et enfin Tchéquie et Slovaquie. Avec plus de 80 millions de fidèles, le patriarcat de Moscou rassemble un tiers des orthodoxes dans le monde. 5e dans l'ordre de préséance, il a pourtant une influence majeure dans l'Église orthodoxe. C'est dire si l'annonce de sa non-participation au concile, à quelques jours de son lancement, porte un coup dur à l'organisation de l'événement, tout comme celle de la Bulgarie, de la Géorgie et d'Antioche. En Belgique, l'archidiocèse de Malines-Bruxelles a annoncé hier qu'il ne souhaitait plus accueillir la fraternité des saints apôtres. Fondée par Monseigneur Léonard, inspirée par le père Zanotti Sorkin, la fraternité relevait depuis 2013 de l'archevêque de Bruxelles. Elle a le statut d'association publique de fidèles cléricales. Sa vocation, sensibiliser les jeunes gens à la beauté de la vocation et du ministère de prêtre. Hier, Monseigneur de Keyzel a annoncé qu'il n'accueillera plus cette fraternité composée de 6 prêtres et de 21 séminaristes. De son côté, le père Zanotti Sorkin nous a expliqué qu'il ne souhaitait pas pour le moment intervenir. Le motif principal évoqué par l'archevêque de Bruxelles tient au fait que la plupart des membres de cette fraternité sont français et que c'est un grave manquement à la solidarité entre évêques. Précision avec le père Tommy Scholtes, l'attaché de presse de la Conférence épiscopale de Belgique. Puisqu'il y avait une confusion entre Fraternité des Saints Apôtres et Archevêché de Malines-Bruxelles, Monseigneur de Keyzel a voulu faire la clarté en proposant aux prêtres membres de la fraternité de vouloir éventuellement demander l'incardination dans le diocèse de Malines-Bruxelles et en demandant aux séminaristes, s'ils le souhaitaient, ou bien d'être membre d'un séminaire de Bruxelles ou de Louvain, ou bien d'être membre d'un séminaire diocésain français. Que la majorité des séminaristes viennent de France, et donc il n'était pas très sain qu'un tel groupe aussi important de Français vienne tout à coup à Malines-Bruxelles. En Belgique, le père Zanotti n'est pas dans la fraternité des Saints Apôtres, et donc il est peut-être là aussi plus clair, si le père Zanotti est plutôt en France, que les séminaristes se trouvent dans l'environnement réel de celui qui a pu être à l'inspiration. L'église Sainte-Catherine peut continuer à fonctionner et que l'archevêque a donc suggéré hier aux prêtres de la fraternité de continuer. Mobilisation dans 18 villes de France ce soir pour soutenir le vote de la nouvelle loi anti-GPA. Aujourd'hui, 2 propositions de loi ont été débattues à l'Assemblée nationale pour lutter plus efficacement contre la gestation pour autrui. Pour Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, il est nécessaire de les soutenir car le principe d'interdiction de la GPA se fragilise. L'objectif de la manifestation de 16 juin, elle est véritablement de mobiliser les politiques et aussi bien les politiques français que tous ceux qui travaillent au niveau du Conseil de l'Europe pour qu'ils votent courageusement et vraiment pour l'interdiction effective et efficace de la pratique des mères porteuses. Une femme qui est enceinte, ça n'est pas seulement son ventre qui est concerné, c'est toute sa personne qui est concernée. Et d'ailleurs, quand j'entends non à l'allocation d'utérus, j'avoue que ça me fait bondir. C'est non à l'allocation de la femme, ce qui est évidemment encore plus grave. Et c'est bien cela la question qui est en jeu. Et de la même manière, l'enfant n'est plus qu'une chose, l'objet d'un contrat. Et c'est évidemment tout cela indigne de notre humanité. Autrement dit, même si on peut se dire que la GPA est pratiquée de manière marginale par rapport au nombre de nos concitoyens, en réalité, elle conduit à un nouveau regard sur l'être humain et en cela, nous sommes tous concernés. Accepter et laisser faire la pratique des mères porteuses, eh bien, c'est renoncer à notre statut d'être humain, infiniment, bien sûr, respectable. Ce matin, la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné au CHU de Reims la reprise de la procédure collégiale pouvant mener à l'arrêt des soins et au décès de Vincent Lambert. Des associations comme Alliance Vita et le comité de soutien Sauver Vincent tout simplement sont inquiètes et demandent au CHU de Reims de faire preuve de bon sens.
Le pape François a nommé 2 nouveaux évêques en France cette semaine, 2 hommes de la génération Jean-Paul II. Monseigneur Emmanuel Gobillard a été nommé ce matin évêque auxiliaire de Lyon. On écoute sa réaction après sa nomination. J'ai jamais toujours compris les missions qui m'étaient confiées au moment où elles m'étaient confiées, puis après je les ai découvertes et ça a été un profond épanouissement. J'ai vécu 10 années formidables au Puy, auprès des pèlerins de Saint-Jacques, auprès des touristes, auprès des diocésains qui sont venus à la cathédrale, avec une petite interruption qui m'a beaucoup marqué aussi. Ça a été un temps de présence à Madagascar comme professeur au grand séminaire de Fianarantsoa et auprès d'un foyer de jeunes handicapés. Je pense que ça a changé ma façon d'être prêtre profondément. En tout cas, j'ai beaucoup reçu dans cette expérience malgache. Voilà, pour moi, voilà, la transmission de la foi, c'est vraiment le cœur de la mission, annoncer le Christ. Et Monseigneur Didier Berthet a été nommé, lui, évêque de Saint-Dié hier. On l'écoute. Une des grandes joies que j'ai eues ces dernières années au séminaire, c'est d'être le témoin de l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur de ces jeunes qu'on accompagne. Leur parcours est souvent très différent. Dieu est venu les chercher dans des situations tout à fait diverses, mais ils sont rassemblés dans un projet commun. Et j'ai souvent été, chaque jour j'ai été témoin chez eux de leur esprit de prière, de leur générosité, ce qui n'exclut pas aussi des fragilités, des questionnements, des difficultés. Mais vraiment, ici au séminaire, comme avant en paroisse, mais d'une autre manière, j'ai vraiment vu chaque jour l'œuvre de Dieu et ça m'a beaucoup réjoui et fortifié dans mon service de prêtre. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de ces 2 portraits sur notre site internet www.ktotv.com. Dimanche prochain, un nouveau prêtre, Lionel Castagny, sera ordonné à Aix-en-Provence. Sa particularité, il restera médecin, le métier qu'il exerçait jusque-là. Nous l'avons rencontré. Les 2 vocations s'enracinent l'une dans l'autre. J'ai souvent tendance à dire que la médecine me fait vivre et que Monseigneur me nourrit. Voilà. Et c'est l'harmonisation des 2, l'enracinement de l'une dans l'autre, qui fait que voilà, je vais avoir cette mission, ce sacerdoce un peu atypique, un peu particulier. C'est soin des corps et soin des âmes. Et c'est très important et c'est très beau, parce que voilà, la médecine aussi a ses limites de connaissances. Moi aussi, j'ai mes limites de pratique. Et quand vous prenez en charge quelqu'un qui souffre, eh bien, il n'y a pas que la douleur ou que la maladie, il y a aussi tout le côté psychique et spirituel qui est important. Il faut prendre la personne dans sa globalité. Et c'est vrai que voilà, ces 2 vocations, ces 2 casquettes, entre guillemets, permettent de vivre les choses, et pour moi et pour eux, avec plus de sérénité, plus de bonheur et d'espoir aussi. Et on continue notre magazine avec notre revue de presse. Et il est question d'écologie cette semaine dans Famille chrétienne avec les 1 an de Laudato Si, Aymeric Pourbet. Oui, absolument, parce qu'effectivement, on se rend compte que la question de l'écologie, qui n'est pas une question que d'environnement d'ailleurs, mais aussi une question spirituelle, se diffuse vraiment cette interrogation au sein chez les catholiques, en France notamment. Et donc on a fait une enquête pour savoir finalement comment est-ce qu'ils se sont appropriés. Et il y a vraiment des choses intéressantes parce que c'est un levier finalement pour une véritable conversion, un chemin vers Dieu, c'est notre titre. Voilà, donc c'est à retrouver dans nos colonnes. Merci Aymeric. Après les attentats d'Orlando aux États-Unis et de Magnanville en France, l'AVI propose une enquête sur les nouveaux ressorts du djihadisme. Daesh a compris que l'on pouvait faire simple, horizontal et efficace en incitant à l'initiative individuelle, écrit Jean-Pierre Denis dans son éditorial. On parle aussi du massacre d'Orlando dans l'éditorial de France Catholique. Pour Gérard Leclerc, sa solidarité est acquise aux victimes et à leurs proches. Et à ceux qui ont montré du doigt les opposants au mariage pour tous après le drame, Gérard Leclerc répond « Formuler nos objections n'ont rien à voir, de près ou de loin, avec le délire meurtrier d'Orlando ». Pèlerin nous emmène en orthodoxie ce week-end avec un reportage au cœur de la Sainte-Russie pour comprendre l'actualité de cet autre poumon de la foi chrétienne, selon l'expression de Jean-Paul II. L'hebdomadaire a aussi rencontré des acteurs, parfois involontaires, du conflit social qui agite la France. Reportage au Havre sur leurs craintes et leur désespoir. Voilà pour votre revue de presse. On retrouve nos éditorialistes pour notre dossier. Le gouvernement entend donc contrôler l'ouverture des écoles hors contrat et veut imposer à ces établissements le respect des programmes de l'école publique à la fin des cycles de CE2 6e et 3e.
Objectif affiché, lutter contre la radicalisation. On en parle avec vous, Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Olivier. Et avec vous, Émeric, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir Émeric. Bonsoir Olivier. Alors, on l'a entendu en début de journal, la presque colère de Anne Coffinier qui entend saisir la justice, estimant que la liberté d'enseignement est en danger. Même constat pour Pascal Balmans, secrétaire général de l'enseignement catholique. Est-ce que vous comprenez leurs craintes, Émeric ? Oui, les déclarations du gouvernement sont assez ambiguës quand même, parce que d'un côté, on nous dit qu'il faut lutter contre la déradicalisation, et de l'autre, les propos se veulent assez rassurants, en disant finalement, rien ne va changer, donc dormez bonnes gens. Or, je crois qu'il y a quand même, du point de vue notamment de la méthode, une absence de concertation et de dialogue, dans la mesure où on va légiférer par ordonnance, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion au Parlement, et en fait, on va durcir les contrôles. C'est ça la réalité in fine, puisque dans ce qui est prévu, on passera d'un régime de déclaration, de simple déclaration pour ouvrir une école hors contrat, à une demande d'autorisation qui donc pourra être refusée. Guillaume ? Je trouve que c'est une affaire très intéressante parce qu'elle montre bien les problèmes que l'islam radical pose à la laïcité française. Et c'est-à-dire que pour régler un problème qui est très particulier, qui est celui effectivement d'écoles sous influence islamiste, pour dire les choses simplement, on va créer de nouvelles règles qui vont s'imposer à tout le monde, y compris à beaucoup de personnes qui ne posent aucun problème. Si des écoles posent problème en termes de communautarisme, en termes d'enfermement des élèves par rapport à la réalité qui les entoure, etc., eh bien, il faut que les autorités prennent leurs responsabilités et prennent des décisions de fermer ces écoles. Mais vouloir imposer à tout le monde des règles restrictives pour régler quelques cas, cela me paraît inacceptable. C'est justement ce que soulignait le cardinal André XXIII, cette règle qui s'applique à tous. Est-ce qu'il y a une volonté du gouvernement derrière pour finalement essayer d'amoindrir le nombre d'écoles hors contrat, d'après vous? Moi, je rajouterais d'écoles hors contrat catholiques. Parce qu'effectivement, la solution qui est employée en France pour lutter contre la radicalisation islamiste, c'est de durcir les conditions de la laïcité, et notamment particulièrement à l'école. Donc voilà, on veut rejeter la religion dans la sphère privée le plus possible, empêcher qu'elle puisse se développer. Et ce que je trouve d'autant plus regrettable, c'est que ça marche, ces écoles. Elles ont des bons résultats, voire parfois des meilleurs résultats au bac que les écoles sous contrat ou que les écoles publiques. Donc pourquoi ne pas favoriser cette liberté de l'enseignement? C'est ce que demande l'Église, c'est ce que demande le cardinal 23, le cardinal Ricard, qui va rencontrer ce soir la ministre de l'Éducation nationale. Je veux dire, dans cette affaire, le gouvernement se met à dos un peu tout le monde, même à gauche. Et c'est ça qui est intéressant. Guillaume. Ce qui est intéressant aussi quand on regarde un peu ce qui se dit dans la blogosphère, y compris dans des milieux pas du tout religieux, pas du tout cathos, c'est de regretter qu'en fait ça ferme une porte à l'innovation pédagogique, y compris dans des écoles qui n'ont rien de confessionnel, et d'autre part, un peu cette idée que finalement, au lieu de s'intéresser à ce qui se passe en dehors d'elle, l'éducation nationale cherche à tout contrôler pour le mettre sur ses normes. Et ça, c'est une vraie question dans une société qui doit rester une société ouverte, que de ne pas accepter, encore une fois, ce n'est pas seulement un problème religieux, c'est un problème d'expérimentation, d'innovation pédagogique qui forcément se développe un peu plus facilement dans le cadre d'initiatives privées que dans un cadre public très structuré et qui a besoin de l'aide d'ailleurs. Et c'est d'autant plus important, si je peux permettre d'ajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un vrai problème en France sur l'instruction dans le public notamment, quand on voit les résultats et l'échec scolaire en fin du primaire, on a vu des chiffres de 40%, c'est énorme. Je crois que la priorité, à mon avis, elle est plutôt là, d'essayer de redresser cette instruction, qu'elle soit publique ou privée, que de s'attaquer aux écoles hors contrat qui, effectivement, ont une liberté qui leur permet d'innover et de tester des choses, en banlieue notamment. On voit les écoles Espérance banlieue qui fédèrent tous les suffrages. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait contraindre ces innovations? On voit aussi, on sait qu'il y a quelques années, l'enseignement catholique regardait pas forcément d'un très bon œil l'émergence de ces écoles hors contrat. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a eu un changement de regard. Pourquoi, selon vous? Alors, non, c'est aussi parce qu'il y a un problème très pratique, c'est que toute école sous contrat est d'abord une école hors contrat. Et je veux dire, je crois que le délai est de 5 ans pendant lesquels on est hors contrat avant de pouvoir conclure un accord avec l'éducation nationale. Donc, Pascal Balmans, il défend aussi ce processus, c'est-à-dire que des nouvelles écoles puissent se créer qui ont vocation à rejoindre le cadre contractuel. Et je pense que c'est une des motivations
importante de Pascal Balmand et du secrétariat général de l'enseignement catholique pour s'opposer à cette nouveauté. Par ailleurs, moi je ne sais pas si les relations sont meilleures ou moins bonnes entre l'enseignement catholique sous contrat et hors contrat. Je n'ai pas l'impression que ce soit un problème majeur, mais je ne suis peut-être pas assez au courant. C'est la vertu paradoxale de cette situation, c'est effectivement de rapprocher le privé sous contrat et le privé hors contrat. Et de fait, ça ne l'a pas créé parce qu'il y avait déjà des rapprochements depuis quelques mois, quelques années. Maintenant, il y a toujours une forme de concurrence aussi entre les deux, il ne faut pas se le cacher. Et donc, finalement, le gouvernement est en train de faire l'unanimité contre lui. Donc, tant mieux, à la limite, si effectivement ça peut permettre de refaire l'unité des catholiques. Vous pensez que c'est possible que cette réforme n'aboutisse pas ? Ce qui est possible, c'est qu'elle soit vidée de sa substance, comme ça se passe souvent de nos jours. C'est-à-dire qu'effectivement, simplement, au lieu d'avoir pas de délai, il y aura un délai de 4 mois avant de pouvoir ouvrir son école. Mais comme on dit que non-réponse vaudra réponse positive au bout d'un délai de 4 mois, si on applique ça de manière un peu systématique, ça changera assez peu de choses par rapport au régime précédent. Ces réformes, elles étaient prévues pour lutter contre la radicalisation. Et puis on voit qu'il y a un autre débat à côté qui s'ouvre. Alors cette lutte contre la radicalisation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être qu'il faut s'interroger d'abord sur les valeurs qui sont véhiculées par ce type d'établissement avant de s'interroger sur les structures finalement, parce qu'effectivement, rien ne différencie en termes de structure une école hors contrat catholique ou musulmane. La question, c'est effectivement celle des valeurs, la dignité de l'homme et de la femme, et toutes les questions anthropologiques qui sont des vraies différences entre l'islam et le christianisme. Et je pense qu'aujourd'hui, il est venu le temps de considérer cela d'une manière publique dans notre pays, parce que c'est pas la même société qui se dessine. Guillaume, pardon, excusez-moi. Moi, je pense qu'il est bon qu'il y ait une forme de vigilance par rapport aux écoles hors contrat, quelles qu'elles soient. Si des écoles aboutissent à couper les enfants du reste de la société, aboutissent à une forme d'enfermement, cela mérite effectivement qu'il y ait des décisions qui soient prises. Ce que je conteste, c'est le fait qu'on applique un régime de suspicion à tout le monde. Il faut laisser la vie se développer, et si on constate des choses qui sont critiquables, fautives, on les sanctionne, mais on ne place pas tout le monde sous un régime de suspicion a priori. Par ailleurs, les moyens existent déjà pour fermer des écoles. Il y en a 5 musulmanes qui viennent d'être fermées récemment, donc pourquoi rajouter une nouvelle loi, un nouveau décret à ce qui existe déjà ? Eh bien, on va suivre tout ça de près. Merci Guillaume d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Aymeric, également, et félicitations, parce que à partir du 1er août, me semble-t-il, vous êtes nommé directeur de l'agence Immédiat à Rome. Voilà, nouvelle aventure qui s'ouvre fin aut. Eh bien, bonne chance et bon courage. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.kto.tv.com. À la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.